Bonjour à tous. Donc, je tiens tout d'abord à excuser Jean-Paul Cramp, qui est à l'initiative de tout ce travail, qui devait lui présenter l'ensemble de ses résultats, ou du moins une partie, mais il n'était pas disponible aujourd'hui. Voilà, donc, l'objectif de cette présentation, c'est de vous donner quelques enseignements, parce qu'un travail de 30 ans, vous pouvez imaginer que c'est assez riche, quelques éléments qui résultent de ce suivi de 30 ans d'une population d'isards sur le secteur de Cauterets. Donc, comme je le disais, ce travail a été initié par Jean-Paul Cramp, qui est le chef de secteur de la vallée de Cauterets, enfin qui est à la retraite depuis cette année. Vous verrez d'ailleurs en fin de présentation que ça nous pose quelques petits soucis pour la suite de la vie de ce site de référence. Voilà. Alors, tout d'abord, quelques éléments de contexte. Comme tout parc national de montagne, le parc des Pyrénées, dès sa création, a mis en place un suivi de l'isard qui est quand même l'espèce emblématique du parc national des Pyrénées. Il a été créé entre autres pour préserver la population de l'isard. Et ce suivi avait pour objet, bien sûr, d'estimer les effectifs de la population et de suivre son évolution. Bon, il faut bien savoir que c'était il y a plus de 40 ans et que ces estimations étaient assez pifométriques. Voilà. En 1983, une méthode standardisée a été mise en place à l'instigation de Claude Berducou, qui utilise la technique du pointage flash, qui a été appliquée jusqu'à cette année. Voilà. Et c'est dès 1984 que des travaux de recherche ont été initiés sur la population d'isards de Cauterets en vue d'essayer de comprendre le fonctionnement de cette population en évolution naturelle, parce qu'en fait, on est sur un secteur non chassé depuis un certain nombre d'années. Voilà, vous avez ici donc le secteur d'études, qui est un secteur typique de la montagne pyrénéenne, marqué par des vallées glaciaires, et on est sur un système granitique. On est quand même assez haut en altitude. Voilà. Donc, ce relief est marqué par des vallées secondaires qui individualisent des massifs. Il y en a 3 ici. C'est important pour l'isard parce qu'en fait, le fonctionnement d'une population d'isards est très défini, on va dire, par l'orographie et le relief. On sait par exemple que les isards ont beaucoup de mal à traverser le fond d'une grande vallée, d'aller d'un versant à l'autre. Voilà. Donc on peut considérer que ce secteur fonctionne pratiquement de façon autonome d'un point de vue démographique. Alors, c'est un secteur qui n'est pas chassé depuis 1956 parce qu'il y avait déjà une réserve de chasse qui avait été mise en œuvre. Et, bien sûr, toute la zone est située en zone cœur du parc national. Donc on peut considérer qu'on est sur un secteur où on a une population d'isards dite en évolution naturelle. Alors, ces travaux ont été engagés selon 3 axes d'analyse privilégiés. Le premier axe a été l'étude de la mortalité naturelle, alors qui a été engagée dès 1984 et jusqu'en 2013. Et vous voyez qu'il y a eu un gros travail de fait. Près de 1400 cadavres ont été récoltés. La mortalité naturelle, ça permet d'étudier plusieurs paramètres démographiques, le sexe ratio, la structure d'âge de la population, la survie. Un deuxième axe qui a été privilégié, c'est le suivi de la population via des recensements hivernaux. Alors ces travaux ont commencé un peu plus tardivement, en 1992. Mais près de 450 recensements ont quand même été effectués jusqu'en 2013. Donc là aussi, c'est une autre approche qui permet, bien sûr, de définir aussi le sexe ratio, de voir ce qui se passe au niveau des effectifs et de la densité, et de suivre l'évolution du recrutement, qui est un facteur important du fonctionnement d'une population. Troisième axe qui a été privilégié, c'est le suivi individuel. 545 individus ont été marqués. Les travaux ont été aussi engagés à partir de 1993. Près de 45 000 localisations d'individus ont été accumulées. Quelques autres travaux ont été réalisés, notamment sur le volet sanitaire, où on a près de 260 analyses sérologiques
et il y a eu des analyses aussi réalisées sur le volet indicateur biométrique. On est en fait dans une démarche qui se veut un petit peu globale. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de la mortalité naturelle de l'isard à Cauterets? Ici, vous avez la variation interannuelle quantitative de la mortalité au niveau des mâles et des femelles depuis 1986. Première chose, on observe qu'il y a des variations très importantes du nombre de cadavres récoltés, donc de la mortalité d'une année à l'autre. Par contre, on voit par exemple ici que cette année, c'était 2007-2008, on a eu... ah oui, alors d'abord, on a globalement un parallélisme des courbes entre les mâles et les femelles, sauf sur 2 années, ou 2 périodes, ici et là. Alors ici, on a eu un phénomène de kératoconjonctivite qui a généré une forte mortalité des femelles, beaucoup plus importante que celle des mâles. Par contre ici, on est passé sans doute à côté de quelque chose, on ne s'explique pas ce qui s'est passé, là c'est le contraire, il y a eu une forte mortalité, une plus forte mortalité des mâles que de femelles. Si on regarde de plus près la mortalité chez les femelles, et notamment celle due à la kératoconjonctivite, on s'aperçoit qu'en fait, la kératoconjonctivite a généré une mortalité forte uniquement sur les classes d'âge correspondant à la période de reproduction, ce qui génère un double handicap pour le fonctionnement de la population. On a à la fois une perte d'individus et en plus, ça atteint surtout les femelles en âge de se reproduire. La relation au climat, alors là c'est quelque chose de connu, mais la courbe le montre bien. On voit que vous avez ici donc en bleu les hauteurs de neige cumulées et on regarde ce qui se passe en termes de mortalité. On voit bien qu'il y a une corrélation très forte entre la hauteur de neige cumulée et la mortalité et le nombre de cadavres récoltés. Plus on a de neige, plus on a de mortalité. Sur le deuxième axe, c'est-à-dire les recensements hivernaux standardisés. Alors on dit standardisé, c'est depuis 92, c'est parce qu'en fait c'est la même personne qui a fait les mêmes comptages depuis cette époque-là et avec une rigueur très forte. Ces recensements hivernaux ont été réalisés sur une zone beaucoup plus petite que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait une zone d'étude de 10 000 hectares. Là, on a une zone d'étude de 370 hectares sur lequel on a appliqué une grille. Et à partir des points fixes d'observation que vous avez ici et une binoculaire de qualité, toutes les observations d'individus ont été rattachées à une maille qui fait 50 sur 50 mètres. Alors, ce qu'on a observé, c'est une fidélité très forte, fidélité géographique très forte des groupes d'isards. Voilà. Par exemple, ce groupe ici vivait uniquement l'hiver ici. Il n'a jamais été ici, alors que, vous voyez, on a 1 km, c'est quand même un espace tout proche. Deuxième groupe, alors lui pareil, il restait sur ce secteur-là, mais par contre, il n'y avait aucun échange entre les deux, comme s'il y avait une frontière. Voilà, donc on a des groupes d'individus avec une forte fidélité territoriale. Qu'est-ce qu'on peut dire de la variation d'effectifs des mâles adultes qui ont été observés? Bon, on a un système sinusoïdal et un pic d'effectifs de mâles en 99, 2000, 2001. La kératoconjonctivite n'a pas eu d'effet sur la population des mâles. Par contre, sur les femelles, on observe toujours le pic d'effectifs en 99, 2000, 2001. Et par contre, ici, on a l'effet de la kératoconjonctivite qui s'est fait sentir avec une forte baisse des effectifs de femelles. La relation neige-recrutement, donc là, l'objet c'était de voir l'effet de la neige sur 3 hivers successifs sur le volet nombre de cabris et éther, et donc indirectement le recrutement. Donc on voit que le premier hiver,
On a d'abord un nombre très important de cabris. Hein. Il y a eu une forte fécondité cette année-là. Et par contre, une chute soudaine due à une chute de neige très importante. Hein. Voilà. Ici, deuxième hiver, on a par contre un nombre de cabris important qui diminue assez peu, avec les éthers, bon, c'était les cabris de l'année d'avant, bien sûr, qui restent à un niveau très bas. Troisième hiver, on a une fécondité encore plus importante, un nombre de cabris qui restent en vie, et un recrutement beaucoup plus important que les années précédentes, avec des éthers qui restent en nombre très important. Pourquoi ? Si on regarde le niveau de neige accumulé, on s'aperçoit que sur le dernier hiver, il y a une neige qui est tombée de façon beaucoup moins importante par rapport aux 2 hivers précédents. Donc on peut penser que la neige est un facteur de variation importante du recrutement. Troisième axe et dernier que je vais vous présenter. Donc là, on est sur un suivi individuel de la population. On suit uniquement les femelles marquées et on est sur un niveau de comportement individuel et de qualité d'individu, cette fois-ci. Si on regarde ce qui se passe... Alors, 3 paramètres ont été observés avec attention. L'âge, la fertilité et le recrutement. Et là, l'objet, c'était de savoir si les femelles mettaient bas ou pas et si elles arrivaient à élever un éther. Voilà. Donc, au niveau des 2 critères démographiques qu'on a ici, la kératoconjonctivite a provoqué, pardon, je vais un peu vite, excusez-moi, ici une chute importante de la fertilité et du recrutement. Et on voit que par incidence, la densité a fortement baissé. On a en 2006 83 femelles, en 2009 on n'en a plus que 53. Les années suivantes, la nature réagit très vite et ces valeurs de fertilité et de recrutement augmentent de façon très importante. L'effet régulateur de la densité intervient, stabilise les valeurs de fertilité. Par contre, on observe une diminution importante de la densité, en fait, qui est due à un hiver extrêmement neigeux qui a opéré en 2012. Dernier commentaire sur une analyse, on a voulu voir quel était le lien entre la fécondité et la longévité des femelles. L'analyse a été réalisée sur la base de 3 classes de survie considérées, les femelles de moins de 10 ans, les femelles entre 10 et 15 ans, et les femelles ayant un âge supérieur à 15 ans. En noir, donc, on a les femelles qui ont moins de 10 ans. Celles qui ont vécu le moins longtemps, on s'aperçoit qu'elles ont un taux de fécondité catastrophique. Pardon. Par contre, si on regarde les 2 autres classes, c'est assez surprenant, mais c'est la classe des femelles les plus âgées qui a un taux de fécondité le plus important. Ça va un petit peu à l'encontre d'un paradigme qui dit que dans la nature, dans la faune, plus on se reproduit et moins on vit longtemps, normalement. Voilà. Pour conclure, donc, cette étude a permis d'identifier 2 paramètres, 2 facteurs de variation du fonctionnement de la population, le climat, la kératoconjonctivite, et on a un 3e paramètre, mais qu'on n'a pas pu étudier, c'est la pestivirose qui arrive cette année, et il serait intéressant de voir ce qui va se passer avec l'arrivée de la pestivirose. On a le facteur de régulation, je l'ai évoqué, qui est la densité, qui tend à amener la population vers un équilibre de ce que le milieu peut accepter. Alors, au-delà des travaux de connaissance et de recherche qui ont été réalisés en relation avec le monde de la recherche, ces chiffres nous ont permis, nous, de disposer de chiffres extrêmement précis sur les paramètres démographiques et de pouvoir discuter avec le monde cinégétique pour faire évoluer les plans de gestion. Par exemple, quand on a eu l'arrivée de la kératoconjonctivite, ou quand il y a eu des hivers rigoureux, on a essayé de négocier des plans de chasse à la baisse. On n'est pas toujours arrivé à nos fins, mais en général, on avait des arguments pour le faire et on était plus ou moins écoutés. Bon, bien sûr, ces travaux se sont faits en étroite collaboration
avec le monde de la recherche, ont fait l'objet de nombreuses publications. Les chercheurs étaient aussi intéressés par ce site, parce que ce qui fait l'intérêt de ce site, c'est qu'on a quand même un site de référence sur la durée, près de 30 ans, ça ne court pas les rues. Alors malheureusement, ce travail reposait surtout sur un passionné qui passait tout son temps à ce travail-là, qui est à la retraite depuis cette année. Et vu le contexte actuel des moyens humains et financiers, on ne pourra sans doute pas continuer de travailler sur ce site de référence. Enfin, s'il y a des candidats au niveau des laboratoires de recherche qui seraient intéressés pour poursuivre le travail, je suis intéressé. J'en ai terminé.